Si notre difficulté, comme notre meilleure chance, c'était justement d'écrire, travailler, transmettre dans l'intérieur d'une mutation. Des mutations de l'écrit, chance, parce qu'il y en a eu très peu de la naissance de l'écriture, les évolutions intérieures à la tablette, de la tablette au rouleau, du rouleau au codex, codex à l'imprimerie, et directement nous. Et tout ça, c'est bien connu. Vous connaissez l'apparition du livre de Lucien Febvre. Mais est-ce qu'on n'a jamais eu besoin de se préoccuper d'en étudier les transitions ? Non. C'est ça notre problème. Dans l'intérieur d'une transition, rien possible de projeter vers l'avant. On doit toujours réapprendre à interpréter notre présent, non pas depuis le passé, même si le passé est là, mais en réinterprétant le passé avec les paramètres que nous réapprend en permanence l'instant et le présent. Ça fait 30 ans que j'ai un ordinateur devant moi. Ça fait 20 ans que cet ordinateur est connecté à Internet. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai un iPad, un Kindle. On dispose déjà d'une micro-histoire. Cette micro-histoire, elle nous apprend qu'à mesure qu'elle se fait, on n'a jamais compris en direct ce qu'il fallait comprendre. On comprend toujours rétrospectivement. Voilà, ça c'est le contexte. Qu'on a tout à réapprendre. Le clavier et comment on s'en sert. Qu'on publie des livres chez des éditeurs, qu'on les publie soi-même parce que c'est encore une autre expérience, ou qu'on les publie vers le livre numérique, ou tout simplement dans la grande machine qu'est le web. Comprenez que c'est une question grave. Tout ce dont on parle individuellement, l'ordinateur, la publication, l'écriture, la lecture, c'est facile à prendre. Mais pour soi-même, la position de l'écrivain, ça c'est difficile. Écrivain, c'est un mot inventé au XVIIe siècle, c'est tout frais. La valeur symbolique du mot écrivain, c'est le XIXe siècle. C'est une étape bien particulière de la littérature dans sa symbolique et son industrie. Nous, aujourd'hui, c'est fini. Profusion, fluidité, flux, tout simplement. Combat permanent avec les multinationales, y compris dans leur dimension écologique, pas seulement économique. Comment on fait avec tout ça ? Pour ne plus s'appréhender soi-même comme écrivain, mais justement dans ce que nous apprend le web, le creative writing, le partage, l'écriture comme pratique, la publication instantanée. Passer dans sa tête à se concevoir soi-même depuis l'ensemble de son contexte numérique. Et donc, comment fabriquer cette tension mentale, ce décalage mental, concevoir sa propre activité d'auteur aujourd'hui en tant qu'écosystème. L'auteur comme écosystème. Si on le pense comme constellation, pour prendre le mot du berlinois Walter Benjamin, si on part, par exemple, m'émeut beaucoup dans les lettres que Lovecraft a envoyées toute une année durant à New York en 1925 à sa tante Liliane, le moment où il lui demande de lui envoyer à New York les manuscrits laissés à Providence. Et ce qu'il décrit, c'est une boîte de métal en fer blanc, et à l'intérieur, il y a mes cahiers. Ça, pour moi, ce serait le germe, le noyau. L'autre chose, tous les jours, il note dans un petit agenda. Ces agendas sont très intéressants parce qu'en même temps, vous savez, il y a les renseignements, nombre d'habitants dans les villes, indicatifs de téléphone, distance entre les capitales, fuseau horaire, des petites cartes atlas, et tous les jours, il y a les notes. Et Lovecraft, toute cette année 1925, mais il semble qu'il l'ait fait pour un petit peu toute sa vie, note avec qui il a parlé, combien d'heures il a dormi, ce qu'il a mangé, les rares fois où il a pu s'arranger 3-4 fois par an pour aller dans ce luxe tout neuf qu'est une douche, ou bien le trajet de ces déambulations urbaines,
le thème des conversations, puisque on apprend par ce carnet, par exemple, que dans la socialisation de l'écrivain, il y a une fois par semaine ce qu'ils appellent le Kalem Club. Je vais avoir ça ici, avec des gens comme George Kirk ou Frank Belknap Long, John Morton. On se réunit et on parle littérature. On le fait aussi chez les uns chez les autres, et puis quand c'est au tour de Lovecraft de recevoir, eh bien, il va acheter de la citronnade pour l'un, il descend dans le bistrot d'en bas, remonter des grands gobelets de café brûlant suffisamment. La littérature comme socialité, c'est l'écosystème. Les lettres, par exemple, on nous dit aujourd'hui qu'on perd notre temps dans les blogs et la publication quotidienne. Mais pour tous ces gens, que ce soit Proust, que ce soit Kafka, Baudelaire, Flaubert et Lovecraft, un des grands derniers, des plus récents de tout ça, la socialité est une socialité écrite. Il laisse, on estime, environ 35 000 lettres. On en a des parties publiées avec Robert Barlow, avec un écrivain considérable qui s'appelle Robert Howard, James Morton, avec August Dallas, qui vit dans le Wisconsin, très loin, mais qui sera son premier éditeur posthume. Les lettres, mais aussi quand on lit la correspondance à Barlow, on s'aperçoit qu'entre les lettres, il y a des tas de petites cartes postales. Bizarrement, par exemple, dans le fond du manuscrit de Lovecraft, on a archivé la face A des cartes postales. Là où il y a le texte, on ne s'est jamais préoccupé de photocopier même simplement ou de scanner la face avec l'image. Et pourquoi il choisissait ces images-là? Et les photos de Lovecraft, les images de l'auteur, on en a 64. Les voici. En même temps, on a aussi, par exemple, dans les lettres, que lorsqu'il arrive à New York, dans la découverte de la ville, il emprunte à sa compagne, Sonia, son Kodak. Et dans ce moment comme ça, ébloui de découvrir New York d'en haut, en montant sur le dessus des immeubles, « I did some Kodak shooting ». Où sont passées les photographies que Lovecraft lui-même a faites, disparues. Dans l'écosystème, dans ce qui nous préoccupe de l'auteur comme écosystème, je crois que ce qui est important, c'est en quoi pour nous le carnet de l'écrivain se globalise. Là, je parle. Là, j'enregistre des images. La pluralité composite autour de la parole improvisée, qui transforme la parole improvisée en sédimentation, l'organise, et puis, lentement, l'amène à être comme ça, devenir livre, essai, objet à rotation lente et susceptible de partir de nous-mêmes, se déplacer, comme ça. Pour tous nos auteurs, on a un enregistrement audio, par exemple, d'Apollinaire, 1913. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Ouais, mais on n'en a pas de Marcel Proust. On a des enregistrements de Céline, de Sandrard. Mais l'autre jour, j'étais à Berne, 6e sous-sol de la Bibliothèque nationale, et dans ce qu'on a archivé de Blaise Sandrard, il y a son magnétophone. Là, pour Lovecraft, qui a vécu le passage du cinéma muet au cinéma parlant, qui a vécu l'irruption et la généralisation de la radio, qui avait lui-même, dans chacun de ses logements, même compte tenu de la modicité, de la pauvreté de ses logements, le téléphone, l'ensemble de cette activité de l'auteur. Pour Baudelaire, on ne se pose pas la question. Mais dans les témoignages d'Asselineau, Champfleury, on a le témoignage du Baudelaire oral. Pour les gens comme Lovecraft, savoir que cette épaisseur d'images et d'enregistrements, d'échanges audio, on est déjà à la frontière où ça pourrait exister. Ça dessine, pour nous, que notre écosystème les inclut. Alors qu'évidemment,
On ne se préoccupe pas de la même chose pour Montaigne ou Rabelais. L'auteur, en tant qu'écosystème, qu'il n'y a pas la suite de livres, mais que l'aventure des manuscrits est une aventure constamment ouverte et en transformation. Je prends un petit livre, c'est celui-ci, Dans l'abîme du temps. In the Shadow of Time. Lovecraft le rédige sur des pages comme ça, manuscrites, très serrées. On a à côté, il fait 2 scénarios. Un scénario chronologique de l'histoire, un scénario qui est l'ordre du récit. Il a toujours cette double pratique. Le manuscrit, il fait une première ébauche de 19 pages, il le réécrit et ça fait environ 35-40 pages très serrées. Ce manuscrit, Lovecraft est déjà tellement conscient de l'échec à publier, à proposer cette telle littérature qu'il n'a même pas le courage physique de s'asseoir à sa Remington, la machine 1906, une machine à écrire qu'il a depuis ses 16 ans, donc qu'il n'a jamais changé, qui est toujours à côté de sa table de travail et pas sur la table de travail elle-même, et de le dactylographier. C'est Robert Barlow, un adolescent de 15 ans, qui deviendra son exécuteur testamentaire, qui va dactylographier comme il peut le texte de Lovecraft. Lovecraft lui laisse en échange le manuscrit et c'est ce dactylogramme qui va circuler, qui va être envoyé à August Derleth. Tout ça. Quand Derleth publiera Dans l'abîme du temps, il reprendra ce manuscrit jamais corrigé et il l'abrégera. Dans la première traduction française, la version abrégée sera encore abrégée. Barlow va se suicider tout début des années 1950 à Mexico, où il enseigne, parce qu'il est sous la menace que son homosexualité soit révélée. Il a laissé en dépôt ce manuscrit Dans l'abîme du temps à une de ses étudiantes, qui s'en va vivre à Hawaï. 50 ans plus tard, elle décède. La sœur de cette femme âgée, en triant les papiers, après décès, par hasard ou par bonheur, identifie que cette liasse bizarre, serrée, ancienne, soit H.P. Lovecraft, un nom qui lui est venu aux oreilles. Le manuscrit de Dans l'abîme du temps, qui permettra la première édition complète et définitive, n'existe que depuis 2004. À la mort de Lovecraft, Robert Barlow hérite des papiers. Quoi en faire ? Il demande à l'université Brown de Providence si elle veut bien en accepter le dépôt. La Brown de Providence ignore ce type qui vit dans la misère et publie dans des magazines pas chers, Weird Tales. Elle accepte le dépôt, pourquoi ? Parce que il versait son loyer à la chambre qu'il occupait, College Street, à l'université qui en était le propriétaire. Jusque dans les années 70, personne ne se préoccupera du dépôt des manuscrits Lovecraft à la John Hay Library. Voyez comment on s'éloigne progressivement du livre. Quand nous, on travaille, qu'est-ce qu'on fabrique ? Des livres ou cette arborescence à longue durée, remodelable constamment, constamment ouverte, constamment réinterprétable. Là, on est dans l'auteur comme écosystème. De 1919 à 1934, 15 ans durant, Lovecraft découpe et coud lui-même un genre de petit classeur calligraphié dans lequel, pendant 15 ans, il va noter des idées d'histoire. On en a plus de 220. En 1934, toujours Barlow demande à Lovecraft, prend conscience du caractère totalement étonnant de cette écriture, des bribes de 2 lignes, 3 lignes, 5 lignes, que Lovecraft, dans chaque récit, une 60aine de récits, on reconnaît les idées prises au Commonplace Book. Souvent, 2 ou 3 idées du Commonplace Book servent d'appui, comme ça, à un récit. Et en même temps, des figures récurrentes
qui ne seront jamais exploitées, en même temps des idées qui viennent des lectures de Whitehead, d'Algernon Blackwood, de tous ces auteurs qui sont la galaxie comme ça de gens que l'histoire littéraire ignore joyeusement. Et Barlow demande à Lovecraft de lui céder le manuscrit en échange d'une version dactylographiée. Cette version dactylographiée, ainsi que la version manuscrite, on en dispose à Providence. Sur la version dactylographiée, pendant encore 2 ans, Lovecraft rajoute des idées de récit, ajoute des dates et des précisions sur le travail fait pendant ces 15 premières années. En 1938, juste après la mort de Lovecraft, Barlow, en hommage, va les imprimer sous forme de listes, comme ça. Le manuscrit va continuer de se propager sans modification depuis la version de Barlow, 1938. Quand je suis confronté à ces 3 états du manuscrit du Commonplace Book à Providence, je m'aperçois qu'il n'a jamais été trié dans l'ordre chronologique, qu'il n'a jamais même été corrigé, là où Lovecraft a biffé ou abrégé. Quand je ramène mon travail avec d'une édition bilingue, la phrase anglaise originale, la phrase française, un commentaire ou des notes quand il y a lieu, je le propose à plusieurs éditeurs. Tous les éditeurs m'envoient balader. Mon propre éditeur, les éditions du Seuil, avec lesquels on a fait ce choix de publier des récits de Lovecraft en petits opuscules bon marché. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. C'était un choix parmi d'autres. Me dit cette phrase suivante: on ne peut pas publier, les gens ne connaissent pas. C'est par ce Commonplace Book de H.P. Lovecraft que je suis moi-même devenu éditeur. L'auteur comme écosystème. Pensez à la vieille structure verticale. L'auteur écrit manuscrit, qui passe à éditeur, qui devient publié, diffusé par libraire, avec critique journalistique et presse littéraire qui se fait prescription, médiation, l'érige en valeur symbolique. Ça marche plus. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça marche plus ? Côté université, oui, dire l'écriture c'est une pratique. Et ce qui nous intéresse, c'est de la pratiquer ensemble. Et c'est comme ça qu'on la transmettra. Ça, c'est une chose. Aux États-Unis, Esti Yoshi, qui vit à Seattle, qui a fait un travail d'édition, par exemple, de toutes ces lettres, de toute cette correspondance de Lovecraft, mais bien d'autres documents. Par exemple, le tout petit document qui est ici, c'est simplement renéoté un mémoire de Sonia, la compagne de Lovecraft, 10 ans après le décès de son mari, parce qu'elle ne l'a su que 10 ans après, découvrant en plus qu'elle était bigame par l'occasion, Lovecraft n'ayant jamais finalisé le divorce, écrit un mémoire sur la vie privée de son mari. Yoshi a fait par exemple aussi un relevé, une édition critique, commentée, analysée du point de vue bibliographique, des 1000 livres environ que Lovecraft transportait de chambre en chambre, et quelle que soit l'exiguïté de la chambre, l'absence de lit, par exemple. À la mort de Lovecraft, sa tante survivante, Annie Gamwell, demande à une voisine de faire une liste de tous les auteurs et titres qu'il y a dans la chambre de son neveu, tout simplement pour tenter de les vendre à un bouquiniste. Plus tard, à la mort de Annie Gamwell, tous ces livres seront dispersés. Dans les années 70, on retrouvait encore chez les bouquinistes quelques-uns de ce millier de livres bradés d'un type mort 30 ans avant. Et par contre, on a cette liste qui nous permet de savoir quel Baudelaire avait Lovecraft, quel Huysmans, quel Maupassant avait Lovecraft, de savoir quels étaient ses dictionnaires, son atlas, Lovecraft lisait beaucoup en librairie,
Là encore, écosystème, en bibliothèque, pardon. Là encore, un écosystème. Lovecraft aussi achetait, revendait facilement des livres, même s'il avait propension à les garder. En quoi cette bibliothèque de Lovecraft, seule trace d'une bibliothèque disparue, est pour nous aussi un outil de travail. Le même S.T. Oshii a publié il y a plus de 15 ans la première version d'une biographie complète de Lovecraft, I Am Providence. Michel Houellebecq, par exemple, c'est son premier livre, un essai sur Lovecraft, contre le monde, contre la vie, à un moment avant la biographie de Yoshi, où on en savait très peu sur l'auteur. Un petit essai remarquable sur l'écriture de Lovecraft, en même temps qui nous montre un Lovecraft tel qu'on se l'imaginait à l'époque, entre schizophrénie, dépression, et un Lovecraft qu'on construit finalement à l'image de ces personnages. La biographie de Lovecraft par Yoshi, elle a quoi d'original ? Qu'il en a fait 3 éditions écrites. Chaque fois, elle augmente, elle grossit, elle accumule tout ce qu'on apprend progressivement de Lovecraft. Depuis 2005, je crois donc il y a 10 ans maintenant, l'édition imprimée ne bouge pas. Par contre, l'édition numérique, celle qu'on peut lire sur son Kindle par exemple, pour quelques euros, continue d'augmenter. C'est-à-dire que si le livre fait au départ 1100 pages, la version numérique maintenant doit en être à 1400. Là encore, qu'est-ce que ça change à notre approche de l'auteur, ces outils? Et là, vous voyez l'accumulation de tout ce livre. J'ai encore tout ça ici. Pensez que tout tient dans un CD-ROM. Tout ça a été installé aussi dans les débuts d'Internet, dans un site, on s'émerveillait. Mais le site H.P. Lovecraft, auquel Yoshi a participé, il a été installé vers 1995, mais ça fait bien 10 ans que maintenant, il semble à peu près complet, stable, HTML, personne n'y rajoute. Alors elle est où, la présence Internet de Lovecraft? Ouvrez les torrents. Regardez comment ils sont classés. Documentaires, radio, évidemment tout ça est pirate. Questions juridiques, questions légales, ça aussi fait partie de notre écosystème. Pas pour justifier des diffusions pirates, mais comment on a le droit d'enseigner avec Henri Michaud, avec Julien Gracq, avec Antonin Artaud. Antonin Artaud, en 2018, on est 70 ans après sa mort. Il pourrait tomber dans le domaine public. Oui, mais pendant la guerre 14-18, il a été 2 fois mobilisé et puis rejeté au bout de quelques semaines parce qu'on voyait bien qu'il était trop malade. N'empêche, ça, on va en rajouter des années avant qu'il arrive dans le domaine public. Les adaptations cinéma de Lovecraft. Nous, on le continue en cherchant. Prenez Julien Gracq, prenez Borges. Regardez comment Borges parle de Lovecraft. Comment Borges trouve chez Lovecraft ce que Lovecraft prenait chez Edgar Poe. Comment l'invention en littérature se transmet comme ça à travers les âges, à travers les séquences en siècles qui nous sont chères dans l'enseignement. La littérature sait reconnaître là où elle trouve sa source. Elle rejoue en permanence sa source dans la nouvelle invention. Stephen King n'a rien à voir avec Borges. Par contre, quand Stephen King parle de son écriture, dans un magnifique livre qui s'appelle On Writing, il parle de Lovecraft aussi. On le sait pour nos livres, on le sait pour nos histoires, on sait que transmettre suppose de réinventer, que c'est dans notre réinvention que se joue la transmission. Mais tout cela, qui le font hors du livre, par les films, par la voix, par les courts-métrages, par le jeu de rôle. Tout d'un coup, cette galaxie qui a emmené et permis à l'auteur de traverser ce tunnel du mépris, ce tunnel de l'exclusion de l'héritage littéraire, n'appartient pas à la littérature.
on se réapproprie Lovecraft depuis une survie qui s'en est faite hors de la littérature. Vous croyez que ça ne va pas nous aider, nous, à continuer aujourd'hui, à faire des sites, à faire des blogs, notre propre matériau littéraire avec les outils d'aujourd'hui? Cette tâche de concevoir son propre rapport à la lecture, à l'écriture, à la diffusion, la propulsion, dans les manières classiques de l'édition ou dans ce qu'on invente soi-même, de nouveaux dispositifs d'édition ou simplement la possibilité de partager notre travail là où nous-mêmes sommes en lien avec le flux du temps et la complexité du réel. Pas plus qu'un petit écran comme ça. On est tout juste à essayer de comprendre comment ça marche. La première idée à enlever, c'est celle de l'écrivain. La deuxième idée à enlever, c'est celle de l'œuvre. Ce qui peut les remplacer et qui nous permet, dans l'instant encore, de continuer à écrire et donc à vivre, c'est de penser cette complexité en tant qu'écosystème. Croyez-le, on en est juste au tout début, mais ça vaut le coup de s'y coller. Un grand merci à vous tous, amis.